Alors, nous sommes en train de lentement mais sûrement aller vers la fin des présentations des différentes politiques sectorielles et nous sommes en train d'aborder le thème de l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, un programme d'action du gouvernement, oui, mais pour qui? Pour des populations bien portantes, des populations épanouies, des populations qui vivent dans un cadre sain, des populations qui sont donc prises en compte au niveau du bien-être et du social. Le volet social est donc abordé ici, et ils sont là, les différents ministres de la Santé, les ministres du cadre de vie et les ministres de la décentralisation et les ministres des Sports pour nous parler donc de leurs différentes actions. Nous commençons par le ministre de la Santé. Que faire pour améliorer les conditions socio-sanitaires de tous les Béninois? C'est la question que je vous pose à présent, Monsieur le ministre Alassane Seydou. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, honorables invités, Mesdames, Messieurs, dans le but d'améliorer les conditions socio-sanitaires des familles sur la base d'un système intégrant les populations pauvres et indigentes, le gouvernement a retenu de réaliser les réformes et projets ci-après. Au nombre des réformes, nous tenons à vous parler, entre autres, de la création d'une agence nationale de gestion des soins de santé primaires, de la création d'une agence nationale de gestion de la médecine hospitalière et de la création d'une agence de contrôle de qualité des pratiques de la santé. Les deux premières agences sont des structures de coordination et de contrôle. Leur rôle est de définir les normes, de définir les protocoles, de veiller à une bonne gestion du personnel et des ressources financières. Quant à la troisième agence, son rôle est de veiller au respect des normes et de procéder aussi à l'accréditation pour les structures qui sont aux normes. Il convient de rappeler ici que le gouvernement du nouveau départ a choisi de ne plus rien faire au hasard. Tout sera fait, en tout cas dans le domaine de la santé, suivant des normes prédéfinies. Il y aura désormais des normes par rapport aux infrastructures, des normes par rapport au plateau technique, des normes par rapport au profil du personnel qui travaille dans les centres de santé, des normes par rapport au paquet d'activités et des normes, pourquoi pas, par rapport au comportement des agents. Et ce, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. En ce qui concerne les projets phares, le gouvernement a retenu la construction et l'équipement d'un centre hospitalier universitaire moderne. Le seul que nous avons aujourd'hui, en tout cas qui est le plus grand, qui est notre hôpital de référence, c'est le CNHU. Ces infrastructures sont d'un certain âge, son plateau technique n'est pas au bon niveau. C'est pourtant dans ce centre que nous formons nos paramédicaux, nos médecins, nos professeurs. Cela porte préjudice à tout le secteur. Pourtant, ce centre regorge de beaucoup de sommités dans le domaine, des sommités qui ont fait leur preuve dans tout le continent africain. Il est donc temps que nous dotions notre pays d'un centre digne de son nom, qui soit aux normes, pour que nous ayons des cadres demain qui ne soient pas dépaysés face à un certain plateau technique. Le second projet que le gouvernement a retenu est celui relatif au renforcement du plateau technique dans les formations sanitaires à tous les niveaux de la pyramide, avec acquisition de 2 IRM qui seront installés à Cotonou et à Parakou, et de 3 scanners qui
qui seront installés à Natitengu, à Parakou et à Lokossa. Pourquoi s'intéresser aux plateaux techniques? Le manque de matériel médico-technique est le mal le mieux partagé dans tous les secteurs. À partir du dispensaire du tout petit village jusqu'au centre hospitalier universitaire, nous avons un véritable problème de plateau technique. Et ce problème ne peut pas être résolu si le gouvernement ne le prend pas en charge de façon radicale. Et c'est ce que nous avons choisi de faire au cours des 5 années à venir. Comme troisième projet, il est prévu la construction d'un laboratoire de recherche, de contrôle et d'amélioration de la présentation des produits de la pharmacopée à Cotonou. Pourquoi un tel laboratoire? Nous avons constaté que nos populations majoritairement s'intéressent à la médecine traditionnelle. Il est temps que nous sachions ce que contiennent ces produits qui sont proposés à nos compatriotes. C'est pour cela que nous avons décidé de créer ce laboratoire qui va mettre en évidence les principes actifs qui sont dans ces produits et qui va évaluer aussi leur degré de toxicité. Et pour les produits dont les résultats seront concluants, ils seront accompagnés par rapport au volet galénique. Et c'est pour cela que nous avons parlé de l'amélioration de la présentation des produits de la pharmacopée. C'est un laboratoire qui va faire la promotion des tradis praticiens qui proposent des produits qui sont véritablement utiles pour le peuple. Il permettra aussi d'avoir de la visibilité dans le secteur. Le quatrième projet, c'est la construction et l'équipement de 5 hôpitaux de zone, notamment à Cotonou, à Adjoum, à Avrankou, à Boycon et à Porto-Novo. Notre pays est divisé en 34 zones sanitaires. Et chaque zone sanitaire, normalement, devrait pouvoir, dans une large mesure, fonctionner de manière autonome. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'à la tête de la zone sanitaire, il y ait un hôpital de zone. Mais nous avons aujourd'hui 5 zones sanitaires sans hôpital de zone. C'est pour cela que nous avons décidé de combler le gap en construisant ces 5 hôpitaux de zone, notamment à Cotonou 1, à Djoum, à Avrankou, à Boycon et à Porto-Novo. Nous voulons aussi réaliser l'autonomisation de toutes les formations sanitaires en eau et en énergie, en commençant naturellement par les zones les plus déshéritées, notamment les zones rurales, car c'est un drame d'être obligé de réaliser un accouchement dans un centre où on n'a pas la lumière. C'est extrêmement compliqué et cela prédispose à beaucoup de risques. Le 6e projet, c'est la construction et l'équipement de 3 antennes de l'Agence nationale de transfusion sanguine, notamment à Porto-Novo, à Abomey et à Parakou. Aujourd'hui, nous avons la seule agence de Cotonou qui fonctionne normalement, alors que dans tous les grands centres, nous avons besoin de sang de manière permanente et en quantité suffisante. Il faut alors réaliser la collecte et avoir un cadre approprié pour la conservation, d'où ces projets. La construction et l'équipement de 2 laboratoires à Cotonou, c'est le 7e projet. Un laboratoire de biologie, un laboratoire d'anatomie-pathologie. Il faut dire qu'à ce jour, nous n'avons pas de laboratoire de biologie digne de ce nom. Le gouvernement du nouveau départ a décidé d'en réaliser pour qu'il soit un laboratoire de référence pour le pays. Il en est de même pour le laboratoire d'anatomie-pathologie. Il est prévu la construction et l'équipement de 3 unités de dialyse, notamment à Lokossa, à Natitengu et à Porto-Novo. Aujourd'hui,
le nombre d'insuffisants rénales augmente de plus en plus. Cela est dû à l'automédication, cela est dû à la consommation des produits frauduleux, et nous sommes obligés de nous donner les moyens pour résoudre les problèmes qui s'opposent à nos concitoyens. C'est pour cela que nous avons décidé de créer ces centres, parce que les centres existants n'arrivent plus à faire face à la demande. Au plan des ressources humaines, il est prévu le recrutement et la formation des médecins généralistes, des spécialistes, des paramédicaux et leur répartition équitable sur toute l'étendue du territoire national. Et pour 2017, nous prévoyons de recruter 120 médecins généralistes, 60 spécialistes et 600 paramédicaux. Et nous veillerons à ce que leur répartition se fasse de façon judicieuse sur toute l'étendue du territoire national. Au total, il faut retenir que l'ensemble des interventions du secteur de la santé au cours du quinquennat est évalué à 215 milliards de francs CFA. Ces réalisations permettront naturellement d'améliorer la qualité des prestations indispensables à la mise en œuvre de l'Arche. Notamment, il s'agit de l'assurance maladie et du renforcement du capital humain. Et pourquoi l'Arche? L'Arche parce que, malgré tous ces efforts, certains de nos concitoyens risquent de ne pas bénéficier des fruits du fait de leur pouvoir d'achat particulièrement faible. Et c'est pour cela qu'il faut l'Arche, l'assurance maladie et le renforcement du capital humain. Je vais laisser ma collègue des affaires sociales vous en dire un peu plus. Je vous remercie. Le projet phare du gouvernement en matière de protection sociale est l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. En effet, le diagnostic social montre clairement que l'absence de protection sociale mine les ressources financières de nos concitoyens en général et celles des plus démunis en particulier. Arche est conçu pour remédier à cette insuffisance à travers l'offre d'un paquet intégré de 4 services, à savoir l'assurance maladie avec la définition d'un panier de soins de base, la formation, le crédit, la retraite. Nous démarrerons immédiatement par l'assurance maladie. Bien évidemment, les services d'appui au financement d'activités des femmes et des jeunes se poursuivront et seront progressivement améliorés puis intégrés à Arche. Pour ce qui concerne l'assurance maladie, il faut le dire tout de suite, elle sera rendue obligatoire pour tous les citoyens. L'État prendra en charge la prime d'assurance pour les plus démunis pour leur permettre d'accéder au paquet de soins de base. À partir de l'identification biométrique de tous les citoyens, une catégorisation de la population sera faite. Et nous distinguerons 3 catégories. Les indigents de la catégorie A, les moins pauvres la catégorie B, les plus aisés la catégorie C. L'État prend en charge la totalité de la prime pour la catégorie A et une partie de la prime pour la catégorie B. Nous ciblons les agriculteurs, les commerçants, les transporteurs, les artisans, les artistes, les plus démunis des secteurs informels et formels, ainsi que les enfants pauvres de 0 à 17 ans qui constituent la cible prioritaire de Arche. À l'horizon 2021, il est envisagé que 4 millions de Béninois pauvres soient couverts par l'assurance maladie. Pour opérationnaliser Arche, avec l'approche partenariat public-privé, l'État va créer une société d'économie mixte qui aura des agences départementales et des agences communales. Les services seront offerts sur toute l'étendue du territoire national, dans les hôpitaux publics mis aux normes et les centres de santé confessionnels qui seront accrédités. Bien évidemment, les programmes de santé publique dans les domaines de la tuberculose, du VIH-Sida se poursuivront normalement. Impact attendu de la mise en œuvre de Arche
c'est l'augmentation de manière significative de l'expérience de vie, de l'indice de développement humain et de la croissance économique, la réduction de l'indice de pauvreté, du taux de mortalité infanto-juvénile et la réduction de la consommation des médicaments contrefaits qui sont de véritables poisons pour l'essentiel. Il est également attendu la création d'au moins 2500 emplois directs sur 5 ans. Merci, Madame la ministre Adigatou Matisse. Alors, un esprit sain dans un corps sain, c'est l'idéal. Et ce n'est pas le ministre de la Santé qui me démentira si je dis qu'il faut manger sain et aussi bouger beaucoup, faire du sport. Alors, c'est sa mission, je crois, amener le maximum de Béninois à renouer avec le sport en tant qu'acteur ou spectateur. Le ministre des Sports, M. Oswald Homé, qui est là, il va nous dire comment il va s'y prendre pour réaliser tout cela. Merci Madame, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Comme vous le savez tous, le secteur des sports en République du Bénin se caractérise aujourd'hui par la quasi-inexistence d'infrastructures sportives adéquates, l'absence d'une politique de promotion du sport à la base et l'inexistence d'un cadre réglementaire favorable au financement public et privé. En vue de permettre l'éclosion des nombreux talents dont regorgent les 77 communes du Bénin d'une part, et d'inscrire notre pays au rang des grandes nations sportives d'autre part, le gouvernement mettra en œuvre sur le quinquennat 2016-2021 un vaste programme de détection, de formation et de promotion des jeunes talents dans les écoles, les universités, les garnisons et les communes. Ce programme, mesdames et messieurs, se traduira d'abord par l'institution de 80 classes sportives dans des disciplines qui ont été identifiées comme étant majeures, à savoir le football, le basketball, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux et dans d'autres disciplines en fonction du potentiel qui sera détecté. Ensuite, par la mise en place de 93 associations omnisports, couvrant 76 communes de notre pays, les 13 arrondissements de la commune de Cotonou et les 4 nouvelles universités dont a parlé ma collègue de l'enseignement supérieur tout à l'heure. Et enfin, la création de 12 académies départementales à raison d'une académie par département pour la formation des meilleurs talents détectés à l'issue des compétitions intercommunales. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de cet ambitieux programme sera soutenue par le déploiement sur l'ensemble du territoire de 840 encadreurs, toutes disciplines confondues, la construction et la réhabilitation de 73 stades de type communal et départemental, l'adoption de tests réglementaires instituant enfin dans notre pays le financement privé du sport, avec à la clé dès 2017 la défiscalisation intégrale des investissements et salaires sportifs, et enfin le lancement dans notre cher et beau pays, le Bénin, d'une chaîne de radio et de télévision exclusivement dédiée à la promotion du sport béninois. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, notre rêve est de faire du Bénin une nation qui se révèle et qui rayonne par le sport. Et là-dessus, nous sommes déjà à l'œuvre. Du 6 avril 2006 à ce jour, plusieurs réformes ont déjà été engagées, notamment dans l'octroi des subventions aux fédérations et dans la gouvernance des dites fédérations. Et je voudrais rajouter, mesdames et messieurs, que pour la première fois dans l'histoire du sport béninois, aux Jeux olympiques de Rio, une jeune dame béninoise a atteint la demi-finale des 800 mètres et comme vous avez pu tous le constater, le Bénin, il y a quelques jours, a été sacré vice-champion du monde de pétanque. Ceci, mesdames et messieurs, n'est que le début d'une belle série de victoires. Notre conviction est qu'à l'horizon 2020, le succès de nos athlètes et les performances de nos sportives ne relèveront plus du miracle ou du hasard, mais seront le couronnement logique des efforts que nous aurons consentis, de la bonne préparation de nos sportifs et des investissements massifs que nous aurons réalisés dans le secteur. Mesdames et messieurs, je voudrais pour conclure vous dire que si le nouveau départ, il y a quelques mois, était encore une illusion et aujourd'hui réalité, le Bénin révélé que nous projetons en ce jour sera à coup sûr une réalité et le sport y participera fortement. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur Oswald Homeki, ministre des Sports. Alors, avec ce département ministériel également, nous sommes face aussi à une innovation qui traduit la préoccupation réelle du gouvernement pour les questions de préservation de l'environnement et de l'amélioration du bien-être des Béninois. Monsieur le ministre, vous nous direz les projets prévus pour permettre aux populations de vivre dans un environnement sain et bien aménagé. Monsieur José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, à vous la parole. Merci, Madame. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, la création du ministère du Cadre de vie et du Développement durable est une innovation institutionnelle en matière de gouvernance sectorielle. Vous l'avez voulu opérationnaliser pour mettre l'accent sur la synergie qui doit exister nécessairement entre le territoire, le développement urbain, l'habitat, le changement climatique et notre environnement. Votre ambition est de changer durablement et de façon concrète, réellement, le cadre de vie des Béninois. L'axe d'intervention, vous l'avez identifié également, c'est l'aménagement équilibré de notre territoire national et le développement durable. Voilà comment est campé le décor en matière de cadre de vie et de développement durable. Et pour ça, dans le cadre du plan d'action du gouvernement, nous avons retenu de viabiliser les grandes zones économiques, les grandes régions économiques et les zones de forte concentration humaine dans le sens de l'opérationnalisation de l'agenda spatial du Bénin. Nous avons également retenu de déployer de façon équilibrée et équitable l'aménagement du territoire pour favoriser un développement durable de notre pays. Et enfin, le troisième axe, c'est l'amélioration de la gestion foncière. La gestion foncière liée à l'habitat, qui est la base de notre habitat, la base de notre cadre de vie et en même temps la base de l'investissement et donc du développement de notre pays. Le portefeuille que gère le ministère en charge du cadre de vie et de développement durable porte sur 23 projets sectoriels qu'on décline encore en tant que projets prioritaires. Ces 23 projets, sur les 5 ans à venir, font à peu près 353 milliards de francs CFA. Et en tête de ces projets, nous avons le programme des villes durables, qui est le grand programme fédérateur de tous les projets qui vont intervenir dans le cadre de vie. C'est le programme par excellence qui combine les impacts de l'aménagement du territoire, du développement urbain, de l'environnement et des changements climatiques. Et là, nous allons intervenir de façon substantielle en investissement, en planification et en gestion urbaine sur une trentaine de villes selon 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les villes à statut particulier et les communes qui leur sont attachées. Le deuxième niveau, ce sont les autres chefs-lieux de département que nous avons. Et le troisième niveau, ce sont toutes les autres villes qui sont des villes moyennes ayant un certain intérêt économique, un certain intérêt touristique, un certain intérêt simplement historique. Et de là, on peut impacter plusieurs secteurs. Le deuxième projet dont je voudrais parler, Monsieur le Président, chers invités, c'est l'installation du cadastre national et le développement de l'infrastructure géodésique. C'est la base du développement d'un pays. Le cadastre, c'est quand l'on choisit de rattacher à la cartographie la propriété, l'identité et les différentes mutations qu'il y a sur le foncier. Le cadastre national, tel que nous allons le déployer, va sécuriser la propriété et du coup sécuriser en même temps l'investissement. Le troisième projet, et là je suis fier d'en parler parce qu'il s'agit de la protection côtière, de la protection de notre littoral. C'est la première fois depuis 50 ans que nous sommes en train d'emblaver de façon globale les 125 km de côte de notre pays. Eh bien, nous allons protéger. Nous avons commencé à Akpakpa. Nous sommes en train de faire des études actuellement depuis Ilakondi, de la frontière du Togo jusqu'à Sémékraké, pour que, à court et à moyen terme, nous soyons entièrement à l'abri des affres
de la protection côtière. Et la protection côtière, comme vous l'avez voulu, Monsieur le Président, nous l'avons emblavé dans le sens de la protection et de la valorisation touristique. Les zones balnéaires seront aménagées. C'est un moyen pour justifier économiquement la protection côtière. Le quatrième projet dont je souhaite parler, c'est le projet d'aménagement et d'appui aux aires protégées, la Pendjari, le W, en lien avec le développement touristique. Et enfin, le cinquième projet, c'est le reboisement intensif de notre pays. Vous savez, nous ne sommes pas un pays forestier, mais nous sommes en déboisement accéléré, nous sommes en dégradation des terres de façon accélérée, et c'est pourquoi ce projet a également été choisi. Ces projets vont se baser sur un certain nombre de réformes. La loi littorale a été déjà votée. Nous sommes en train de travailler avec la représentation nationale sur l'interdiction des sachets plastiques. Il y a également la loi cadre sur l'aménagement du territoire qui va également être votée, qui a été déjà votée, si mes souvenirs sont bons. Au-delà de là, il y a l'interdiction de l'importation du bois, un certain nombre de choses qui dégradent notre environnement. Voilà de façon claire les projets qui sous-tendent ce secteur. Je voudrais dire que tout ça est basé sur un travail sur l'attractivité de nos villes. Tout ça est basé sur une contractualisation avec les collectivités locales parce que l'État s'appuie sur elles. Il est important de comprendre que, pour donner un exemple, que Cotonou n'est pas en compétition avec Porto Novo, Parakou, mais que Cotonou est en compétition avec Accra, avec Lomé, avec Abidjan, et j'en passe. C'est ce facteur qui doit guider nos comportements, et c'est pour ça que dans ce secteur, nous avons une série de projets phares, 11 projets phares, pilotés dans le cadre de l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire. Je voudrais inviter le directeur général de cette agence pour vous présenter 2 des projets les plus emblématiques. Merci. Merci bien, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Comme vient de le mentionner Monsieur le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, notre agence de cadre de vie pour le développement du territoire projette de produire 20 000 logements sociaux et économiques sur 5 ans dans les différentes villes du Bénin. Ces logements seront financés à un taux très avantageux pour les bénéficiaires en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce sont des crédits à longue durée à taux concessionnel. Ce sont des crédits de longue durée à taux concessionnel. Ce qui va permettre la création de 120 000 emplois sur 5 ans. Les 150 000 habitants et usagers de ces logements auront un accès facile à l'école, au centre de soins de base, à l'eau, l'électricité, les commerces ou les marchés. Le coût moyen de logement est de 20 millions à 30 millions. Les crédits sont remboursés avec des mensualités qui varient entre 110 000 francs CFA à 160 000 francs CFA selon le type de logement. Par ailleurs, le projet d'aménagement des berges de la lagune de Cotonou a été étudié dans une triple perspective. Libération et assainissement des berges, dépollution de la lagune, activité économique, investissement ou attraction d'investissements privés pour la construction d'hôtels et de résidences, générant 100 000 emplois. Un lien social permettant à toutes les couches de la population d'avoir accès à des espaces de loisirs et de détente, aires de jeu, esplanades de spectacle, espaces sportifs, galeries commerciales. Le montant de l'investissement est de 130 milliards CFA. Ces projets permettent des conséquences bonnes sur l'amélioration du cadre de vie des populations, principalement par la création de 100 000 emplois pour femmes et jeunes. Je vous remercie.
Merci, monsieur. Merci, monsieur le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Le panel va se clôturer avec la présentation du ministre Barnabé Dassigli, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Alors, une administration moderne et efficiente signifie aussi une administration de proximité, réellement au service des administrés, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Merci, Madame, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Messieurs les élus locaux, les maires et leurs adjoints ici présents, en synergie avec les actions d'amélioration de notre cadre de vie, le gouvernement entend faire des collectivités territoriales des espaces de promotion de la démocratie, du développement local et de la bonne gouvernance. L'objectif est de consolider notre processus de décentralisation et de déconcentration. L'atteinte de cet objectif se traduit par le renforcement des capacités des collectivités territoriales décentralisées en ressources financières, techniques, humaines et institutionnelles. En matière de déconcentration, comme vous le savez tous, le gouvernement a déjà rendu opérationnel nos 12 départements en fixant les 6 nouveaux chefs-lieux de département avec la nomination des 12 préfets et des 12 secrétaires généraux pour mieux accompagner les collectivités locales et rapprocher l'administration des administrés. Les actions de ce processus se poursuivront par l'opérationnalisation des 12 départements, par la construction des 6 nouvelles préfectures et leur équipement, ainsi que la réhabilitation des 6 anciennes préfectures, le tout pour un coût global de 9 milliards de francs CFA. En matière de décentralisation, d'importantes actions sont programmées. Il s'agit notamment de transférer les ressources aux communes à travers le Fonds d'appui au développement des communes, FADEC Investissement. Et dans ce domaine, l'ambition du gouvernement de Nouveau Départ est de porter le taux de transfert des ressources aux communes à 15% à l'horizon 2021 contre 3,4% aujourd'hui. Donc, vous comprenez, mesdames et messieurs les élus locaux, les maires, que vous êtes sérieusement gâtés avec la rupture de Nouveau Départ. Et pour renforcer ce dispositif, nous allons transformer le FADEC, le Fonds d'appui au développement des communes, en un fonds autonome de développement communal. Et toujours dans le cadre de renforcement des capacités de nos élus locaux, il est retenu de construire et d'équiper le centre de formation pour l'administration locale CEFAL à Alada. Ceci permettra de disposer des infrastructures adaptées pour la formation des élus, à savoir les maires, leurs adjoints, les chefs d'arrondissement, conseillers municipaux, communaux et locaux, ainsi que des agents de l'administration communale, afin de leur permettre d'assurer convenablement leur mission. Et je vous rassure que le démarrage des travaux est programmé pour 2017 pour un coût total de 5,3 milliards. J'avais oublié de vous dire que
Le démarrage de la construction des 6 nouvelles préfectures est prévu pour début 2017. Toutes ces actions contribueront au renforcement de la gouvernance locale. À cet égard, notre approche consiste à développer un cadre de partenariat fort avec tous les acteurs, notamment les maires, les associations des collectivités locales, pour impulser un réel développement à la base. Par exemple, les projets villes durables, assainissement, voiries urbaines, évoqués tantôt par mon collègue chargé du cadre de vie, seront réalisés dans le cadre du partenariat État-commune et illustrent parfaitement cette volonté du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre Barnabé Dassigli. Et si vous n'avez pas pu prendre note au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, le document est téléchargeable, la synthèse du document est téléchargeable sur le site de la Présidence de la République, www.présidence.bj, et nous saluons les efforts du service de la communication numérique. Oui, c'est aussi une innovation, hein. Oui, vous pouvez applaudir. C'est des jeunes compétents au service donc, de la promotion de l'image du président sur les réseaux sociaux. Vous savez, on ne peut plus s'en passer hein, aujourd'hui. Alors, nous avons clôturé ainsi le dernier panel et je vais respectueusement inviter à nouveau Monsieur le Président de la République pour, on va dire, complément d'information, réajustement, observations et autres. Je vous en prie, Monsieur le Président, je vous invite à nous rejoindre sur le podium. Monsieur le ministre, il n'y a plus rien à compléter. J'allais juste préciser quelque chose que le ministre du cadre de vie a oublié de dire. Je ne sais pas si c'est par émotion, il l'a dit rapidement. Mais je ne sais pas si nos concitoyens ont entendu. Dans le cadre d'un partenariat et d'une convention entre l'État central et les collectivités, notamment les communes, les grandes villes, Cotonou, Porto Novo, l'agglomération Abomey-Boïcon, Lokossa, Nati-Tengu, il y aura un programme d'asphaltage, c'est-à-dire de bitumage et de pavage de toutes les rues, toutes les voies de sa commune. À partir du deuxième semestre 2017, nous allons démarrer presque simultanément dans toutes ces villes un programme de bitumage et de pavage de toutes les voies. L'État assurera directement les assainissements. Mais par contre, en ce qui concerne donc l'asphaltage, ce sera à travers une convention signée entre les communes et l'État central sur des programmes PPP pour lesquels l'État accompagnera la mobilisation des ressources et une loi sera soumise au Parlement pour amener nos concitoyens à contribuer à l'aménagement du cadre de vie. Je ne vais pas dire plus, parce que cela relèvera de la compétence du Parlement qui voudra bien, je l'interpelle déjà, voter cette loi qui permettra, avant la fin du mandat, de ne plus avoir une seule rue cabossée, une seule piste à Cotonou, à Porto Novo, à Parakou et consorts. C'est un programme majeur. Nous y tenons et j'allais dire, à l'époque on disait Cototrou, on a oublié parce que nous avons réussi à faire de notre ville une cité dans laquelle on peut déjà circuler un petit peu. Mais il reste encore beaucoup à faire et il n'est pas digne de nous de voir la plupart, la majorité des rues de Cotonou ne sont pas aménagées. J'allais dire, vous me faites une petite blague, que rien que ça me suffirait.
Je vais rajouter un petit mot à propos du programme des 20 000 logements. Nous venons de vivre un petit cauchemar dans ce domaine parce que plus de 1000 logements ont été construits par le régime précédent et cela est un gâchis terrible. Mal pensé, mal structuré et plus de 17 milliards ont été engloutis. Pourtant, le besoin de logements à acquérir par nos concitoyens est une réalité. Nous allons donc engager ce programme de 20 000 logements dès 2017, avec la construction de 4 000 à 5 000 logements par an. C'est un défi, parce que nous allons mobiliser les moyens. Mais j'espère que les entrepreneurs de notre pays seront à la hauteur. Parce que 4 000 logements, 5 000 logements par an, pendant 5 ans, c'est énorme. Ce sera l'occasion pour nos entrepreneurs dans ce domaine de retrousser les manches et d'avoir du travail. L'intérêt de ce programme est donc aussi de créer de l'emploi, de l'activité, et de pouvoir servir à la fin de chaque période des logements à nos concitoyens à des coûts convenables. Nous allons mobiliser des ressources concessionnelles qui nous permettront de mettre à la disposition de nos concitoyens des logements à acquérir avec des mensualités compatibles avec leur pouvoir d'achat. L'État subventionnera à travers la bonification des taux d'intérêt. Les ressources qui seront mobilisées, nous essaierons de les mobiliser à des coûts. Les pistes que nous avons identifiées, sur lesquelles nous avons déjà des accords, donnent des niveaux d'intérêt pas élevés. Les banques primaires commerciales qui vont s'impliquer dans le projet auront des commissions et la somme des intérêts des bailleurs principaux et des banques intermédiaires fera l'objet d'une subvention par l'État, de sorte qu'il ne reste à la charge des acquéreurs un taux d'intérêt de maximum 1%. Je voudrais aussi faire une petite blague en disant, ne serait-ce que ça, je m'en contenterai. Merci.